retour après cette longue interview que j'ai eu la chance de réaliser à Bercy avec Olivia Grégoire, que l'on salue. Je crois que un enfant imminent, si ce n'est arrivé. En tout cas, on lui souhaite une très belle journée. Et merci encore à elle de nous avoir parlé de son livre. Et après, pour un capitalisme citoyen qui nous paraissait tout à fait adapté à notre discussion d'aujourd'hui sur les entreprises familiales. Elle vous a donné un peu le cadre de réflexion aussi à Bercy. Elle a été rapporteure de la loi Pacte, comme elle vous l'a expliqué. Ceci expliquant cela. Alors, pour continuer notre tour de table et notre tour d'horizon de ces transformations qui aujourd'hui ont lieu dans le monde du capitalisme moderne, et pour faire le pont finalement entre le passé, le présent, l'avenir, dans ces problématiques d'entreprises familiales qui, on l'a vu tout à l'heure avec les témoignages qu'on a entendus, sont effectivement quand même engagées dans une nouvelle démarche de recherche de sens, et probablement parce qu'elles ont cet ADN au cœur de leur propre histoire. Nous allons parler de sens et d'innovation pour essayer de montrer que ça peut être un cap dans la crise avec trois invités, trois hommes. On avait deux femmes tout à l'heure, donc là c'est un plateau plus masculin. Patrick Daher d'abord. Bonjour Patrick Daher, vous êtes le président du groupe Daher, qui travaille dans l'aéronautique, et on est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Nous avons également avec nous Jean-Thomas Schmitt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Epner, donc vous êtes dans le transport et la logistique, encore un secteur un peu comme l'aéronautique particulièrement impacté dans ce qui est en train de se passer dans le monde, et vous nous raconterez un petit peu aussi comment vous adaptez. Et enfin Thibaut Saguez. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de Saguez et Partners. Directeur général adjoint de Saguez et Partners. Et vous êtes repreneur en cours de reprise, de passation de pouvoir, si j'ai bien compris, dans l'entreprise fondée par votre père. Alors peut-être pour commencer avec vous, Patrick Daher, sur le groupe que vous représentez et qui est une famille importante, je crois à peu près 600 personnes, si je ne me trompe pas. Un groupe qui s'est internationalisé, qui est un leader aujourd'hui dans l'aéronautique. Vous êtes passé, je crois, de 500 à 100 000 salariés. 10 000 salariés. 10 000, pardon, salariés au cours de votre histoire. Pardon, j'ai mis un zéro de trop, mais c'est parce que... mais c'est déjà pas mal. Et vous êtes une ETI, disais-je, de l'aéronautique, et vous venez de vivre, finalement, dans ce secteur aéronautique, une crise imprévue, tout à fait extraordinaire. Comment est-ce que le caractère familial du groupe vous a permis de vivre finalement ces moments qui durent depuis maintenant 2 ans, quasiment, qui ne sont pas tout à fait terminés? Non, ce n'est pas tout à fait terminé. On sortira de la crise dans le courant de l'année 2023, mais ça repart quand même, donc c'est une bonne chose. Comment est-ce qu'on en est sorti Bien écoutez, ça fait très très longtemps, en fait, depuis le début des années 90, que nous avons mis en place une gouvernance très complète, aussi bien au niveau de la société qu'au niveau des actionnaires et au niveau de la famille. Parce que vous avez mentionné 600 personnes dans la famille, mais il y a 400 actionnaires parmi elles. Et on a mis cette gouvernance en place dès le départ, si bien qu'on a un outil qui est très très rodé. Il y a environ une quarantaine de membres de la famille qui, à un degré ou un autre, travaillent dans cette gouvernance-là. Et donc, dès qu'il y a eu la crise, dès le premier jour du confinement, nous avons mis en place des liaisons visio hebdomadaires ou presque, avec les éléments principaux de la famille et des actionnaires, et avec l'ensemble des membres de la famille et des actionnaires, ce qui nous a permis d'expliquer ce qui se passait. Le pire dans une crise, c'est la crainte, c'est la peur. Et quand on a peur de ce qui peut arriver, on est prêt à faire n'importe quoi. Et pour enlever la peur, ou du moins pour la rationaliser, il vaut mieux parler, et parler le plus possible. Voilà ce qui nous arrive, et être transparent. Ça a été affreux. On s'est arrêté de travailler complètement pendant 15 jours. Mais ensuite, nous avons, dans le monde de l'aéronautique, une organisation qui s'appelle le GIFAS, qui est le groupement des industriels de l'aéronautique, très forte, très soudée, où se retrouvent les patrons de toutes les boîtes, depuis le patron d'Airbus jusqu'au patron de la PME de quelques millions d'euros. Et nous avons, dans ce cadre-là, travaillé là aussi en visio et d'une façon hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire pour pouvoir redémarrer ensemble et éviter le crash. Dans le monde de l'aéronautique, un crash n'est jamais souhaitable. Éviter le crash de notre secteur dans ces journées très très difficiles. Alors, ce qui s'est passé, vous parlez du GIFAS, et effectivement, tout le monde reconnaît la filière aéronautique française
faire preuve de solidarité, de solidité, de savoir effectivement faire face et s'adapter quand il y a des moments difficiles. Qu'est-ce qu'il en a été de votre point de vue? Qu'est-ce que vous avez traversé avec la famille? Il y a eu, j'imagine, des aides d'État, donc la problématique du versement des dividendes qui a pu être perturbée. Comment est-ce que vous avez... quelles ont été les questions qu'on vous a adressées face à une crise dont on ne savait pas si elle allait durer là, effectivement, on en sort. On espère en tout cas, mais au moment où ça a eu lieu, il y avait une grande, ce que vous disiez, une grande peur et surtout un sentiment qu'on rentrait dans quelque chose d'inconnu. Écoutez, c'est encore une fois, là, on a une famille qui est très très soudée et très transparente. Et donc, vous avez dit les choses. Dès les premières journées, la question des dividendes a été posée parce que l'année 2019 avait été une très bonne année. Donc, on est à 1 mois ou 2 mois avant l'Assemblée générale qui devait voter des dividendes, qui avait déjà décidé les dividendes. La résolution était déjà prête. Et en une visioconférence, la famille a dit on abandonne les dividendes, on arrête. On ne peut pas mettre l'entreprise en danger. C'est beaucoup trop sérieux, beaucoup trop difficile. Mais de la même façon, les salariés, les organisations syndicales se sont réunis pour éviter, là aussi, que l'entreprise ne parte en vrille. Il a fallu se remettre à travailler. Quand on est en col blanc, en télétravail, on comprend qu'on peut y arriver. C'est embêtant, mais on peut y arriver. Mais dans une usine, vous ne pouvez pas être en télétravail. Dans une usine, vous devez travailler côte à côte. Et là, notre personnel, nos compagnons, nous les appelons des compagnons, nos organisations syndicales, se sont mises en œuvre pour pouvoir permettre, avec les distanciations nécessaires, de reprendre le travail dans les meilleurs délais. Je reviens sur les actionnaires familiaux et donc cet arrêt des dividendes. Vous avez mis en place un fonds spécial de solidarité qui a permis à ceux pour qui c'était, évidemment, ça pouvait être le cas, c'est effectivement de traverser la crise. Il y a également les impôts à payer. Enfin, on sait que les choses... C'est effectivement quelque chose qu'on avait mis en place d'ailleurs depuis très très longtemps. Vous l'aviez, vous étiez dit, si ça arrive... Voilà, il y a 20 ou 30 ans, on avait mis en place quelque chose. Encore une fois, on est 400 actionnaires. Un fonds de solidarité qu'on avait évidemment prélevé sur les bénéfices de l'entreprise, sur les dividendes. Un fonds de solidarité pour permettre à ceux d'entre nous qui étaient en difficulté, parce que j'ai un problème de santé, parce que j'ai un problème de job, parce que j'ai un problème d'enfants qui veulent faire des études, parce que peu importe, à ceux d'entre nous qui étaient en difficulté, qu'on puisse les aider. Il existait préalablement la crise. Ça existait. Et dès que... C'est une forme de caisse de grève, mais pour les... Voilà, exact. Enfin, ce n'est pas pour cela, mais... et donc, dès que la crise est arrivée, encore une fois, dans les premiers jours, on a dit, OK, on va redoter ce fonds, on va augmenter le montant disponible dans ce fonds-là pour pouvoir venir en aide à ceux qui en ont besoin du fait de la crise. Et on a eu nos équipes familiales qui ont fait le tour de la famille en disant « Est-ce que toi, tu en as besoin? Est-ce que tu as un problème? Est-ce qu'on peut t'aider ?» Et on a ainsi aidé un certain nombre d'entre nous. Merci beaucoup. On va revenir vers vous pour parler d'autres sujets sur cette question du sens, mais on voit bien là que finalement cette mise en place de dispositifs au préalable a permis au groupe derrière de faire face à cette situation. Alors peut-être on va se tourner vers vous. Là aussi, Jean-Thomas Schmitt, vous êtes la 4e génération, je crois ce que vous disiez, une entreprise fondée en 1925. Peut-être pouvez nous présenter un petit peu Epner, votre entreprise, et vous aussi, qu'est-ce qui vous est arrivé dans la crise? Comment vous avez, y compris avec la famille, vécu ça? Écoutez, alors pour présenter Epner en quelques mots, nous on se définit comme créateur de solutions de transport et logistique. Alors assez prosaïquement, comme vous le comprenez, on organise les transports de tout type et de tout mode. On est aujourd'hui une entreprise qui faisait en 2019 750 millions d'euros de chiffre d'affaires avant de retourner à 708 en 2020 et de revenir probablement aux alentours de 800 cette année. On est 3500 collaborateurs répartis dans 5 pays, essentiellement en France, en Allemagne, en Hollande, en Espagne et de manière plus prospective au Sénégal. Et pour revenir à la question de fond qui est celle de l'organisation pendant la crise, notamment avec la famille, pour rejoindre un peu les propos de Patrick Daher, nous, on a effectivement une gouvernance assez solide et une famille qui... C'est 100% familial, c'est ça? C'est 100% familial, on est 43 actionnaires, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est une entreprise qui est restée familiale depuis sa création en 1925.
Et on a effectivement une culture familiale un affectio societatis qui est encore extrêmement développé. On n'est pas non plus hyper nombreux, on est très content de se revoir lors des AG, etc. Mais à côté de ça, il y a une gouvernance extrêmement professionnelle. Donc à la fois, d'un côté, du côté très professionnel de la gouvernance, on a eu un soutien complètement clair de la part du Conseil, parce que nous aussi, on a mis en place un dialogue extrêmement rapide. D'une part, parce qu'on avait besoin d'expliquer, effectivement, de dédiaboliser la situation, et d'autre part, parce qu'on avait besoin de valider les trajectoires financières au moment où on réclamait des PGE à l'État. Évidemment, sur la question des dividendes, la question ne s'est pas posée pour deux raisons. D'une part, pour préserver le cash de l'entreprise à un moment où l'entreprise était à moins de 50% de son activité au plus fort de la crise, et avec les coûts de structure d'une entreprise comme la nôtre, vous voyez tout d'un coup, vous voyez tomber dans un abîme. Donc il y avait cette crainte que tout s'arrête finalement. Et donc, on a voulu préserver le cash. Et puis, pour relever le PGE, on était aussi contraint de ne pas distribuer de dividendes, ce qui était tout à fait compréhensible à l'époque. Et puis, pour expliquer effectivement toutes les mesures qu'on a prises pour à la fois rassurer et puis clairement décrire opérationnellement ce qu'on mettait en place au quotidien. Donc, on a eu vraiment cette espèce de connivence et de rapport très, très clair avec le conseil d'administration et son comité stratégique, parce que parfois, il fallait aller très vite. Et puis, un soutien massif personnel, affectif de la part de l'ensemble des membres familiaux qui était très, 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 très important pour moi. Parce que vous êtes dans une entreprise familiale, que les gens vous regardent en tant que représentant à la fois de dirigeants et en même temps en tant que représentant de l'actionnariat familial. Tous vos collaborateurs vous regardent dans une crise comme celle-là, ils ne parlent qu'à la tête. Et donc avoir ce soutien massif au-dessus de moi m'a permis aussi de rassurer très très largement en dessous de moi pour expliquer cette situation de manière très claire et communiquer régulièrement avec l'ensemble des salariés. Donc, si vous voulez, quand vous avez ce confort d'une entreprise familiale qui, durant des années, en plus en tant qu'actionnaire héritier, n'a jamais eu de revendications majeures sur un retour sur le capital très fort, etc., et a accumulé des fonds suffisants pour traverser une crise majeure comme celle-là. Moi, je suis rentré dans la crise, l'entreprise était extrêmement performante sur le plan financier, et en tout cas avait des réserves très larges. Et donc, on est rentré sans une inquiétude majeure, avec un endettement faible, etc. Et ça, c'est aussi le propre des entreprises familiales, d'avoir une gestion en bon père de famille, de très long terme, accumulant la trésorerie, sans un endettement risqué, etc., avec des actionnaires qui attendent un rendement à court terme, c'est-à-dire moins de 5 ans, pour rentabiliser leur investissement de départ. Ça, c'est un confort absolument formidable, à la fois pour le dirigeant, mais pour l'ensemble des parties prenantes, à la fois les clients, les fournisseurs, les collaborateurs et évidemment la famille. On en parlait dans la table ronde précédente. On sent qu'il y a une évolution du capitalisme. Quand on a employé ce mot, un sens, et le sens et l'innovation, un cap dans la crise, c'était aussi, ça répondait un peu au débat de tout à l'heure sur ces évolutions vers la RSE, vers cette démarche de la loi Pacte. Est-ce que vous, ce sont, et on va en parler bien sûr avec vous après Thibault, mais ce sont des choses que vous prenez en compte? On voit bien que dans votre métier en particulier, il faut sortir du carbone, c'est une ardente obligation. Comment est-ce que vous arrivez, y compris par rapport à l'actionnariat finalement, à faire passer ce message, ces efforts? Est-ce que c'est déjà anticipé, et est-ce que vous sentez une responsabilité particulière dans votre métier? On se sent beaucoup de responsabilité. Aujourd'hui, on a une forêt d'épées de Damoclès au-dessus de la tête de toute façon, donc la responsabilité, on la sent bien. Non, la question, c'est que la crise a servi d'accélérateur à certaines tendances. Alors des tendances plus stratégiques et opérationnelles, comme l'internationalisation de mon entreprise, le fait qu'on était un peu trop dépendant de la France, la digitalisation des process, avec le fait que pendant la crise, on a dû dématérialiser un certain nombre de choses, s'appuyer sur la digitalisation des échanges, etc., etc. Vous avez l'émergence du e-commerce. Enfin, tout ça, c'est très opérationnel. Et vous avez des tendances de fond qui étaient, je me souviens, à la crise, il y avait, au moment où on sortait de la crise, il y avait cette envie de monde d'après. Et là, vous avez deux choses qui vous percutent. D'une part, la RSE qui était très clairement enclenchée. Et souvent, les entreprises familiales sont de la prose sans le savoir. On disait, c'est Monsieur Jourdain. Et là, pour le coup, on se retrouvait à devoir exprimer beaucoup plus clairement, et ça nous a sans doute fait beaucoup de bien collectivement, d'exprimer tout ce qu'on faisait en termes de RSE et de le matérialiser, ce qu'on faisait déjà auparavant, mais cette fois de bien le mettre en avant. La transition environnementale, qui était un sujet clé, au moment où on se demandait tout ce qui était devenu la Terre, avec ces échanges mondiaux, etc., qui nous ramenaient des maladies, finalement, cette notion de durabilité et de soutenabilité de l'économie s'est vraiment posée.
Donc on a matérialisé d'une part notre rapport RSE, notre premier on l'avait produit en 2019, mais on l'a réexprimé encore plus fermement, et on a traduit ce qu'on a estimé nous être notre raison d'être dans nos statuts, qui a encouragé l'esprit d'entreprise, parce que d'une part, l'entreprise grandit fort, c'est plus tout à fait la PME familiale, c'est pas encore la grande entreprise, mais le management fait appel à de plus en plus de gens de l'extérieur. Moi, je connais plus tout à fait les gens comme le connaissait mon père, par exemple, par leur prénom partout en France. Et donc, je tenais à garder ce qui fait la force de notre entreprise et ce qui nous a permis de vraiment passer la crise sereinement, avec un principe de subsidiarité très fort, d'intrapreneuriat qui a permis aux gens de prendre des initiatives très très fortes pendant la crise et de créer ce momentum parfait entre un management général qui donnait des instructions très verticales et un management local qui s'adaptait à la réalité des situations, puisque les régions n'étaient pas impactées au même moment, etc. Et donc, réaffirmer le principe de ce qui fait notre mode de fonctionnement, ça nous a paru fondamental. Et en plus de ça, aujourd'hui, tout ce qu'on doit entreprendre, et notamment, par exemple, la transition environnementale, s'appuie sur le principe d'encourager l'esprit d'entrepreneuriat. Typiquement, je vais citer un exemple. Quand on doit opérer la modification de notre flotte de véhicules à l'échelle nationale, nous, on a 80% de sous-traitance. Si on n'accompagne pas nos sous-traitants dans la transition environnementale, on n'y arrivera jamais tout seul. Donc, on est obligé de prendre un tas d'initiatives sur lesquelles on pourra peut-être revenir, mais qui nous permettent d'onboarder nos sous-traitants là-dedans. Et c'est aussi ça, encourager l'esprit d'entreprise. Absolument. Alors, on va revenir aussi sur ces questions-là pour le groupe derrière, mais peut-être pour continuer le tour de table et présenter tous les intervenants qui sont là. Thibaut Saguès, donc, vous avez 2 qualités pour être là. Vous avez été rapporteur du rapport, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de l'Institut Montaigne, sur justement les entreprises familiales. Donc, vous avez quand même réfléchi sur spécifiquement leur vocation, leur avenir, leur transformation. J'ai regardé, il y avait 10 propositions. Vous pouvez peut-être, à un moment donné, nous faire part un petit peu de celles qui vous paraissent les plus intéressantes. Et puis, vous travaillez, donc, je le disais, 2e génération, dans un processus, vous en parlerez, en cours de succession, dans cette entreprise donc, qui travaille sur l'identité de marque et le design de lieu. Et comment est-ce que vous avez traversé cette période, finalement, aussi de crise, dans ce moment où vous devez prendre... Vous êtes revenu, pour le préciser, dans l'entreprise, pour prendre la suite. Venu tout court. Revenu tout court. Venu, parce que vous n'étiez pas... Oui, vous étiez parti ailleurs, puis vous êtes... ce qui est un choix, finalement, très fort. Oui, je pense, effectivement, moi, je représente la 2e génération. On est une PME, plus petite que mes deux voisins d'aujourd'hui. On fait, cette année, pour la première fois, on va dépasser 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ce qui est remarquable dans notre secteur d'activité, c'est que la très grande majorité de notre chiffre d'affaires, ce sont des honoraires. Donc, en fait, c'est très important. On est l'agence leader en France, agence indépendante, leader du design de marque. Alors, design de marque, c'est 2 grands métiers. C'est la stratégie et l'identité de marque, le branding. Et puis après, on va plus loin dans l'expérience de la marque à travers la conception et la réalisation de ce que j'appelle les lieux de la marque. Ça peut être les bureaux, ça peut être les magasins, ça peut être des centres commerciaux, des gares, des aéroports, jusqu'aux hôtels. Et là, la crise a dû vous faire réfléchir à des évolutions. Oui, et puis alors, par rapport à ça, la crise, elle a eu des impacts bien sûr majeurs sur nos activités, parce que nous, on n'était pas en première ligne, mais on était entre guillemets juste derrière. On a des activités qui ont été extrêmement impactées par la crise. On est l'une des agences référentes au niveau international dans la conception des aéroports. On était en passe de gagner le projet de JFK à New York au moment où la crise nous est tombée dessus. C'est une activité qu'on développait bien. La crise, le Covid nous est tombé dessus et bien sûr, aujourd'hui, c'est long à redémarrer. Donc on a des activités comme l'hôtellerie, le retail et puis les aéroports qui ont été mises en suspens, c'est le moins que l'on puisse dire. En tout cas, surtout sur 2020. En revanche, on a une activité qui a fait un véritable boom, c'est l'activité bureau, l'environnement de travail. Parce que le télétravail a quand même changé un peu. Alors, le télétravail a changé, effectivement. L'agencement des bureaux, enfin la réflexion sur l'utilité même du bureau. J'allais dire, moi en tout cas, ce qui m'intéresse aussi dans l'entreprise, le projet aux collaborateurs, c'est d'abord un projet collectif, c'est d'abord un projet d'équipe. Par rapport, surtout dans un métier comme le mien, où il y a
une montée en puissance du freelance, du mode en freelance, etc. Mais je trouve que c'est mon point de vue, une trajectoire assez individualiste. Et nous, ce qu'on propose, chef d'entreprise, c'est finalement un projet collectif et un projet dans la durée. Mais pour revenir aux environnements de travail, il y avait d'abord un enjeu. Je pense que tout dirigeant d'entreprise s'est posé la question de la qualité de son environnement de travail à court terme et à moyen terme. À court terme, c'était d'abord tout simplement donner des raisons objectives de revenir au bureau. Et alors, pour des entreprises familiales qui naturellement ont gardé peut-être intuitivement plus le lien avec le collaborateur, ça a été certainement moins difficile. Je le vois, quelle que soit d'ailleurs la taille du groupe. Pour des entreprises plus financiarisées, entre guillemets, la distance s'est créée et ça a été extrêmement compliqué de les faire revenir. Donc là, il y a l'enjeu de l'environnement de travail. Et puis l'autre point, bien sûr, l'environnement de travail, les bureaux, c'est un enjeu majeur de rétention et d'attractivité des talents qu'on adresse depuis des années et qui est de plus en plus prégnant, surtout en France où on a sur plusieurs secteurs d'activité des vraies difficultés à recruter. Et la qualité de l'environnement de travail joue beaucoup aussi dans le choix du futur recruté. Alors, pour revenir à notre sujet sur le sens et le cap que vous voulez donner, vous dites que vous êtes la deuxième génération, et vous cohabitez, si je puis dire, avec Je cohabite très bien, je tiens à le préciser, je cohabite certainement très bien. Et vous m'expliquez comment ça se passe. C'est-à-dire, le temps de l'entreprise familiale peut être long, vous me disiez. C'est-à-dire qu'il faut avoir la patience d'organiser cette passation, ce transfert finalement, et vers un autre projet peut-être qui ne sera pas forcément celui du fondateur. Non, si vous voulez, c'est le même projet. C'est moi, d'abord, la première chose, avant même de réfléchir stratégie, modèle économique, etc., je me porte garant des valeurs de l'entreprise. Parce que les valeurs de l'entreprise, c'est mes valeurs, c'est les valeurs de ma famille. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et c'est le premier message passé aux collaborateurs. Après, une société, si elle évolue pas, elle meurt. Donc l'environnement sur ces différents marchés, il faut le prendre en compte. Il faut être le plus dans l'anticipation parce que nous, on est aussi une agence qui est reconnue pour son avant-gardisme, d'anticiper les usages de demain. On a par exemple fait une très belle mission pour Paris 2024 sur l'héritage que va laisser Paris 2024 dans la région parisienne à horizon 2030. Donc on a cette capacité à se projeter. On se l'applique aussi à nous-mêmes. Et donc, on est dans une évolution permanente, mais par la politique des petits pas, entre guillemets. Voilà. Et cette deuxième phase qu'on enclenche, c'est bien sûr la diversification de nos marchés. On a ouvert un bureau à New York récemment. Et on se développe sur cette partie-là. Notre spécificité, c'est qu'on est basé, très ancré localement. On est très, très fiers d'être en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen. Oui. Et en même temps, on est une agence de dimension internationale, puisqu'on fait 30% de notre chiffre d'affaires à l'international, et on a travaillé sur tous les continents. Et aujourd'hui même, en ce moment, on a des projets à peu près sur tous les continents. Alors qu'en même temps, 99% de nos collaborateurs sont à Saint-Ouen. Ils ne sont pas haudoniens, mais tous. Mais en tout cas, on est basé à Saint-Ouen. Et pour faire le lien avec le RSE, parce que je pense qu'aussi ce qui nous réunit, entreprise familiale, c'est qu'on est... Après, il y a un sujet d'éventuellement le faire savoir, mais on est dans le faire. On est dans le faire. Et il n'y a pas forcément d'enjeu, en tout cas pour ma part, puisque c'est une société, une entreprise complètement indépendante, détenue 75% par la famille, 25% par ses associés qui travaillent dans l'entreprise. On n'a pas d'enjeu de le faire savoir, au-delà surtout, bien sûr, de notre écosystème. Est-ce que ce n'est pas devenu un enjeu d'attractivité quand même, malgré tout? Alors voilà, j'allais y venir. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est un des éléments de la compétitivité. Il y a la compétitivité prix, il y a la compétitivité... Puis il y a la compétitivité des talents. Et il y a la compétitivité des talents, la compétitivité humaine qui est extrêmement importante. Et nous, on est dans un secteur où il y a une guerre des talents très très forte. Et donc on doit être, entre guillemets, exemplaire. En tout cas, on s'inscrit dans un processus d'amélioration continue. Et moi, ce que je recommande à mes clients, puisqu'on travaille sur ces sujets d'incarnation par la marque aussi d'une stratégie RSE, c'est de choisir ses combats.
On ne peut pas tout faire. Et l'important, c'est d'être impactant et lisible, d'abord vis-à-vis de ses collaborateurs et de son écosystème. Et on se l'est appliqué à nous-mêmes. Nous, on aurait pu prendre plein de combats, entre guillemets. On en a choisi que 2. Et on trace ce sillon depuis de longues années, maintenant structuré par une fondation et aussi par une politique RSE. C'est l'un, en tant que designer, c'est bien sûr le sujet du développement durable. Et on n'a pas attendu, bien sûr, la crise Covid pour se mobiliser là-dessus. À 2 niveaux. Au niveau de l'entreprise, il faut déjà être exemplaire. Dans notre lieu, on l'est. Dans nos usages, on essaie. Exemplaire, c'est quoi? C'est zéro carbone ou... C'est zéro carbone. Nous, on a positif, conçu, en tant qu'architecte et designer, notre propre... C'est énergie positive. C'est une construction en bois CLT. Ouais. Par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, on a, par rapport à notre ancienne agence, quand on a déménagé en 2016, on a plus que doublé la surface. Aujourd'hui, on est sur 5000 m². Et on a augmenté de moins de 20% notre consommation énergétique. On n'a plus de climatisation. C'est un système de rafraîchissement d'air. Tous nos déchets une fois triés, vont au chauffage urbain par absorption. On a complètement transformé notre parc aussi de véhicules, etc. Plein d'actions à la fois au quotidien et avec cette vision long terme. Ça, c'est la première phase. Ça juste pour prendre ce genre, c'est exemplaire évidemment d'aller dans ce sens-là, mais est-ce que le fait d'être une entreprise familiale, parce que d'autres qui ne sont pas familiales pourraient aller dans ce sens-là, mais est-ce que ça vous a donné plus de... Si vous voulez, là, je pense que c'est lié à notre proximité avec les collaborateurs. Par exemple... Puis peut-être avec les clients, qui vous pouvez montrer que c'est possible. Avec les clients, alors je pourrais évoquer tout le volet sur les clients, où là... on est bien sûr conseil et on est souvent sur des grands projets immobiliers de très grande envergure, l'empêcheur de tourner en rond sur un groupement où on va s'assurer que l'ambition très forte portée par un promoteur immobilier, on la retrouve vraiment dans la réalisation et dans l'empreinte carbone à la fin. Donc on se forme aussi pour ça. Là encore, le développement durable, c'est un processus d'amélioration continue. Il faut sans cesse se former, en partenariat avec l'ADEME notamment, et on le fait... on le fait. Donc ce qui fait finalement cet ADN de l'entreprise familiale dans la RSE, c'est d'aligner ce qu'on fait, ce qu'on dit, d'une certaine façon. Le plus possible, en ayant conscience aussi de ses imperfections. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, et puis on ne fait pas tout bien. Mais c'est de le reconnaître et puis de continuer de s'améliorer. Je voudrais juste donner l'autre pan. Il y a le développement durable et l'autre. Ça aussi, je pense que c'est les caractéristiques des entreprises familiales. Elles sont très ancrées dans les territoires. Nous, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est Saint-Ouen. Terre des Jeux Olympiques. Et donc, nous, notre autre mission, surtout portée par la Fondation, et depuis plus de 10 ans, c'est le soutien, l'impact au niveau local. Parce que d'abord, c'est visible pour nos collaborateurs, visible pour nos clients, mais le plus important pour nos collaborateurs. Donc, on soutient par du mécénat financier plus d'une dizaine d'associations locales, notamment qui travaillent au lien social par le sport ou par le soutien scolaire, mais aussi le mécénat de compétences. C'est ça qui est aussi très puissant, c'est de faire appel aux bonnes initiatives dans l'entreprise, dans l'agence, pour, par exemple, on a lancé avec JC Deco en 2018 une campagne de valorisation de la ville de Saint-Ouen, qui d'ailleurs est passée de Saint-Ouen à Saint-Ouen-sur-Seine. Vous avez fait changer le nom. Exactement, on a contribué à faire changer le nom, et surtout, derrière, c'était reprendre les affiches de la SNCF, les belles affiches des années 30, pour montrer que Saint-Ouen... Pour valoriser l'image. Vous avez fait le design de marque de Saint-Ouen. Exactement, on a fait un peu l'image de marque de Saint-Ouen. Merci. Peut-être pour revenir vers vous, Patrick Daher, et vous aussi, vous avez une fondation, c'est une fondation importante, dans un groupe de 10 000 personnes, on va tromper 2 fois, qui s'appelle Fondaer. Alors, quelle est un peu son histoire, son origine, et comment est-ce qu'aujourd'hui elle s'inscrit aussi dans ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire se chercher, en tant qu'entreprise familiale, à donner du sens? Alors d'abord, Fondaer, c'est une fondation, mais qui a une particularité, en ce sens que c'est une fondation qui est à la fois dans la famille et à la fois dans l'entreprise. Donc c'est une fondation qui est partagée. Et d'ailleurs, les projets que nous soutenons dans cette fondation sont des projets qui sont soutenus par des salariés ou par des membres de la famille. Et nous organisons des concours tous les ans, c'est-à-dire que tous les ans, pour les meilleurs projets, nous allons surdoter ces projets-là. Un des critères qui permet de surdoter les dossiers, c'est quand ils sont présentés simultanément, le même dossier, présenté par un membre des salariés et un membre de la famille. Et c'est une fondation dont l'enjeu principal est de permettre à la réinsertion sociale au travers de
formation atypiques ou des formations d'excellence. Par exemple, des gens qui, sortis du métier, sortis de la vie sociale, peuvent rentrer pour devenir des compagnons de tailleurs de pierre, pour la remise en état de monuments historiques. Ou alors... Donc bien au-delà de l'objet social de Daher. Alors, bien au-delà de l'objet social de l'AR, parce que vous parlez de la RSE tout à l'heure. La RSE, c'est évidemment la protection de la planète, hein, et on va pas y échapper, évidemment. Mais c'est aussi, il y a le S aussi. Hein. Mais c'est aussi, exactement, la défense ou la promotion de la société en général. Hein, et donc, il y a le S aussi. Mais dans l'objet social de l'AR, nous subventionnons une association qui s'appelle Aviation sans frontières, et qui permet aussi à des gens d'apprendre le métier les métiers liés à l'aéronautique. Donc nos métiers à nous. Hein. Sur les enjeux du E, c'est-à-dire de la décarbonisation, j'imagine que c'est la grande affaire de l'aéronautique de la décennie. Vous travaillez dessus, comment est-ce que vous la prenez en compte est-ce que vous allez, parce que vous êtes une entreprise familiale, vous vous sentez investi d'une forme de responsabilité pour que ça... Alors, parce qu'on est une entreprise familiale, nous sommes une entreprise qui a plus de 150 ans d'âge, et donc l'enjeu, c'est pas les 150 ans passés, c'est les 30 ans qui vont venir. Donc l'enjeu, ce sont les générations qui vont venir. C'est pas nous, ce sont les générations qui vont venir. Et ces générations-là ont d'autres aspirations que celles que ma génération à moi a connues, notamment des aspirations liées à l'environnement, mais pas que. Hein. Et donc, nous sommes en train de construire de quoi préparer ce futur. Hein. Je crois que c'est Saint-Exupéry, je le cite très mal, mais Saint-Exupéry qui disait l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, il s'agit de le rendre possible. Voilà. Nous sommes en train d'essayer de le rendre à notre échelle possible. Et notamment, dans nos métiers de l'aéronautique, on a investi beaucoup en recherche et développement pour décarboner, encore une fois à notre échelle, décarboner les avions. Et juste pour donner un exemple, nous avons monté un dossier de recherche avec Safran et avec Airbus, un dossier qui s'appelle EcoPulse, pour créer un démonstrateur d'avion hybride, c'est-à-dire un avion qui pourra fonctionner avec un moteur thermique et des moteurs électriques, de façon à diminuer la consommation, diminuer l'impact sonore, etc. Donc ça, c'est un dossier c'est un démonstrateur qui commencera à voler dès l'année prochaine. Donc voilà, c'est vraiment et dans tous nos métiers, c'est quelque chose de particulier. Il n'existe pas de métier, il n'existe pas d'activité humaine qui n'ait pas, d'une façon ou d'une autre, des impacts néfastes sur la planète. Donc, la question n'est pas de savoir qui est-ce qui a le plus d'impact positif ou néfaste. La question est que chacun d'entre nous doit investir pour diminuer ces impacts néfastes. C'est ce que nous essayons de faire par le biais de ce démonstrateur, mais par le biais de nos recherches sur des composants plus légers. Donc, un avion, ça consomme du kérosène parce que c'est lourd. Donc, nous investissons beaucoup en recherche d'éléments plus légers de façon à diminuer l'impact négatif que notre métier amène nécessairement à la planète, comme tous les métiers du monde. Et vous avez le sentiment que le fait que vous soyez une entreprise familiale vis-à-vis de vos actionnaires familiaux, ces éléments de RSE, vous en rendez compte, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie de la conversation normale avec les J'allais dire c'est fondamental. Non, c'est pas fondamental. C'est dans l'ADN de notre entreprise et de nos actionnaires et de notre famille. L'ADN d'avoir une responsabilité d'entrepreneur vis-à-vis de notre environnement, hein, l'environnement climatique, l'environnement social, c'est dans l'ADN de nos actionnaires, c'est dans notre ADN, c'est dans l'ADN des dirigeants, puisque nous avons nommé il y a quelques années, j'ai nommé il y a quelques années un dirigeant qui n'est pas membre de la famille, qui est un dirigeant extérieur, et dans son ADN, dans sa feuille de route, il y a cette protection, ce développement de... Alors, on va dire de la RSE, mais la RSE, c'est quand même très limitatif. La RSE a une connotation très formalisée ou formatée. Formalisée et communication. C'est plus avoir une réflexion pour le futur, avoir une réflexion
donner du sens, hein, on va Donner y du sens. revenir, donner du sens ça aux boucle. aux générations futures, plus que de remplir même s'il faut remplir les formulaires. Hein. Et il faudra toujours remplir des formulaires. Mais ça boucle la boucle de notre table ronde sur le sens et l'innovation dans la crise. Merci à tous les trois et merci d'être passés sur ce plateau. Merci Philippe. Au revoir.